Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Très heureux de vous retrouver. Débat, analyse, expertise, chaque jour du lundi au vendredi. Et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, eh bien on s'intéresse au secret pour aimer son travail, même si le job ne vous plaît pas. Une psychologue sera avec nous dans quelques instants. Smart et réglo, le droit fiscal. Aujourd'hui, on parle de la fiducie gestion. On va tout vous expliquer, c'est faire passer de la créance en action. On fera le point dans quelques instants. La pause café avec Fanny Griesmer, avec ces entreprises qui ont décidé d'ouvrir leurs bureaux, notamment aux plus démunis. On fera le point sur ces belles actions. Le cercle RH aujourd'hui, état des lieux aujourd'hui de la situation de l'emploi dans le secteur bancaire. On parle beaucoup des banques, un face-à-face entre la directrice de l'association bancaire française et le président du syndicat national des banques. Beaucoup de sujets au programme. Et puis fenêtre sur l'emploi. Pour terminer, on parlera de la science. Oui, la science au service des recruteurs. On fera le point et ça sera à la fin de notre émission. Tout de suite, bien dans son job. Bien dans son job. Comment faire pour être heureux, même si son job ne vous plaît pas, ce qui arrive à des salariés, essayer de trouver de la motivation, du dynamisme. Eh bien, on va en parler avec Brigitte Joubert. Elle est avec nous en visio, comme on dit, à distance. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous êtes psychologue pour Positive You. Bon, déjà dans le titre, on voit évidemment ce que vous allez nous expliquer. D'abord, précisons que vous êtes formé en méditation de pleine conscience et vous faites des programmes spécifiques pour des entreprises que vous accompagnez et vous tournez évidemment vers ces salariés. C'est quoi le profil de ces salariés qui se plaisent pas dans leur job? Qu'est-ce qu'ils vous disent d'abord quand vous faites les premiers diagnostics? Principalement, les grandes remarques que nous avons lors des premiers diagnostics que nous faisons avec Positive You, on trouve souvent un mal-être dû au contexte professionnel. C'est-à-dire, j'ai deux exemples clés auxquels j'ai pensé lorsque vous m'avez contacté. J'ai l'exemple d'un comptable qui travaillait dans un département. Son rôle était de juste ranger les factures. Or, on a découvert lors d'un audit sur les valeurs de l'entreprise qu'on avait quelqu'un d'extrêmement compétent, voire quelqu'un de talentueux. Et lorsqu'on lui a proposé de changer de place, il nous a supplié de ne pas parler de son talent, tellement il était bien dans son département, dont le manager était quelqu'un de très relationnel. C'est pour cela que c'est important de mettre en avant ce que j'appelle le contexte professionnel. Bien sûr, il y a la charge de travail, les sentiments de ne pas se sentir utile, mais principalement, dans mon expérience personnelle, je me rends compte que c'est véritablement le contexte professionnel qui est important pour se sentir bien dans son travail. Alors Brigitte, il y a deux cas de figure, je dirais, dans les typologies que vous rencontrez. C'est je n'aime pas mon travail, mais je suis heureux. C'est-à-dire que j'ai trouvé un espace paradoxalement d'épanouissement. Mais deuxième cas, c'est je n'aime pas mon travail et j'en souffre. C'est pas la même approche. C'est pas du tout la même approche. Alors après, bien sûr, on a des souffrances qui peuvent être dues aux personnalités, au contrôle sur le travail, au sens du travail. On a beaucoup ça en ce moment au niveau du Covid, une recherche du sens dans le travail. Les gens ont besoin de comprendre pourquoi ils font ça, à quoi ça peut servir, et on se rend compte que les organisations sont en train de modifier leur culture d'entreprise en 2021 pour redonner ce sens au travail qui est fondamental. Le sens, alors on l'évoque beaucoup sur ce plateau, vous qui, je le sais Brigitte, suivez notre émission, ce sont les soft skills. C'est très intéressant parce qu'il y a ce sondage qui indique que 62% des managers se déclarent prêts à recruter un candidat principalement sur ces fameux soft skills, ces compétences comportementales. Ça, c'est une évolution quand même. Les managers évoluent, les dirigeants évoluent sur ce sujet. On a une très grande évolution qui a été d'ailleurs un peu retardée en France. On a eu cette évolution dans d'autres pays du monde. La France arrive aujourd'hui dans cette évolution. Ils se rendent compte qu'en réalité, pour que quelqu'un travaille bien dans une équipe, on a besoin de ce qu'on appelle les high soft skills, c'est-à-dire des capacités de résolution de problèmes, des capacités relationnelles, de gestion des conflits, de communication. Et les gens qui travaillent dans des atmosphères comme ça, ce sont des gens qui sont prêts en réalité à s'engager, à s'impliquer. C'est là qu'on trouve l'innovation, la créativité. Et il faut savoir que les enjeux de demain pour les grandes entreprises, c'est l'innovation et la créativité. Et ça ne peut, à mon avis, passer que par les soft skills.
Alors, il y a le cas de salariés qui sont dans des emplois répétitifs. Vous l'évoquiez tout à l'heure dans votre exemple, c'est-à-dire quelqu'un qui a une mission qui est de classer toute la journée des documents. Comment on organise le travail de cette personne? Comment on fait le lien avec sa direction? Parce que ces emplois, soit on les mécanise, soit c'est un homme qui le fait, donc il devra le faire, cet emploi. Comment on le remotive pour lui dire, mais après tout, ça peut être intéressant de le faire? C'est compliqué là. En fait, si je prends l'exemple auquel Oui. j'ai parlé, c'est quelqu'un qui n'avait pas besoin d'être motivé sur sa tâche en elle-même, puisqu'il prenait du plaisir tout au long de la journée dans les interactions dans son département. Il était détendu, content d'arriver le matin, et il préférait cette tâche répétitive à passer dans un département où on avait ce qu'on aurait pu lui proposer, c'est un département avec un manager plus exécutif, plus directif, peut-être plus autoritaire. Et en ce sens, il aurait peut-être eu un job lié à ses compétences, mais certainement pas un contexte qui lui plaisait autant. Concrètement, il y a aussi le management et le coaching des managers. Comment vous faites? Parce que tout part, en fait, je dirais, du top management. C'est-à-dire, il faut évidemment faire percoler tout cela, mais tout part du dynamisme et de la volonté du manager ou du dirigeant. Tout part de là, en fait. Tout part de là. En réalité, lorsqu'un dirigeant nous appelle dans l'entreprise afin de remotiver les salariés, on passe déjà par comprendre la personnalité du chef d'entreprise, en quoi cette personnalité influe ce qu'on appelle la culture d'entreprise, quelle est la véritable culture d'entreprise qu'on a à différents échelons. Et on essaye en fait de créer un pont entre le directeur et ce qui existe véritablement en bas. Et à partir de là, on crée des programmes spécifiques, soit de formation, soit des travails de groupe. On essaye d'aligner ces perspectives. Bien sûr, ce que j'ai pu rencontrer souvent, c'est des directeurs qui aimeraient que leur entreprise soit comme ça, mais eux-mêmes n'arrivent pas à être comme ça, et ça passe nécessairement par un coaching de dirigeants d'abord. C'est intéressant ce que vous dites, vous la psychologue, il y a quand même un mimétisme finalement entre ce qu'est l'individu et ce qu'est l'entreprise. C'est-à-dire que si l'individu n'a pas son éthique, une attitude correcte, il ne pourra pas évidemment avoir des collaborateurs qui ont une attitude correcte et éthique. Ça semble évident, mais vous le constatez ça. Il y a des désirs de changement, mais le manager ou le dirigeant ne change pas lui-même. C'est difficile parce qu'on a des générations de comportements derrière. Simplement, il suffit de regarder les systèmes scolaires en France, on a des générations d'exécution. Et il faut passer au-delà de toutes ces croyances pour les dirigeants. Et les dirigeants doivent être extrêmement courageux parce que parfois les coachings ne sont pas faciles pour modifier les croyances. À côté de ça, ça augmente nécessairement la performance de l'entreprise. C'est vraiment très efficace. Brigitte Joubert, avant de nous quitter, juste un petit rappel, parce qu'on parle beaucoup des soft skills. Vous avez utilisé une expression un peu nouvelle pour nous dans Smart Job, les high soft skills. C'est quoi exactement les high soft skills? Comment elles se distinguent des soft skills traditionnels? C'est une expression personnelle. J'ai découvert qu'on pouvait, dans des entreprises, lors des coachings, développer à un haut niveau des soft skills qui existaient au départ. C'est-à-dire qu'on peut avoir des personnalités et des gens qui ont des hauts comportements, des grandes capacités de négociation, des grandes capacités de prise de décision. Tout ça, c'est des choses qui se développent dès lors que la personne a pris conscience de ses capacités. Il est possible de les développer à un très haut niveau. Et je pense très sincèrement que pour les 10 prochaines années, c'est ce qu'il faut mettre en place dans les entreprises. Et c'est ce que nous espérons d'ailleurs avec Positive View mettre en place dans les entreprises. C'est ça, c'est finalement faire changer les mentalités et peut-être même faire changer les modes de recrutement pour conclure. C'est-à-dire que des managers ne cherchent plus forcément le bon diplômé, mais ils cherchent celui qui aura les attitudes qui correspondent. Est-ce que c'est ça la tendance ? C'est la grande tendance. On va chercher des gens qui ont des attitudes parce qu'après les formations théoriques, on peut les rajouter. Tandis que les attitudes, il y a quand même des attitudes innées en fonction des personnalités. Donc en fonction des contextes organisationnels, on peut mettre des gens très relationnels dans une organisation relationnelle, des gens très orientés dans les tâches, dans des organisations très orientées dans les tâches. Dans tous les cas, il faut choisir les bonnes personnes pour la bonne entreprise. Merci Brigitte Joubert d'être venue sur notre plateau, nous éclairer sur ces high soft skills dont vous venez de nous apporter la définition, qui est votre définition d'ailleurs, qui est une création de Positive You qui accompagne, vous l'aurez compris, à la fois les dirigeants, les managers, mais aussi les salariés évidemment qui parfois sont en perte de repères ou en manque de motivation. Merci d'être venu avec nous. La suite de nos programmes, c'est Smart et Réglo, c'est du droit. Oui, on revient au droit tous les jours avec du droit fiscal. Aujourd'hui, on va tout vous expliquer. Smart
Smart et réglo, le droit, rien que le droit, c'est souvent un peu complexe. Alors on fait beaucoup de droit du travail évidemment, puis aujourd'hui on s'est intéressé au droit boursier. Alors là on rentre dans un hydre extrêmement technique, j'allais dire même une niche, parce que ce sont des spécialistes qui maîtrisent évidemment ce droit. Cyril Degnaud, merci d'être avec nous. Avocat en droit boursier, vous y tenez beaucoup parce que c'est pas du droit fiscal, vous avez des collègues qui font du droit fiscal. Et en préparant l'émission, je vous ai quand même demandé, vous allez quand même nous prendre par la main pas à pas, parce que voilà, ce que vous allez nous raconter, parce que c'est une histoire en quelque sorte, c'est la fiducie-gestion. Alors c'est un mot un peu barbare pour le grand public. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? Racontez-nous. Bonjour et merci Arnaud. C'est un plaisir de m'avoir invité. Donc voilà, la fiducie-gestion, ça paraît compliqué. La fiducie-gestion, c'est le trust à la française. Mais la fiducie-gestion, c'est un détail. Le vrai intérêt de cette question, c'est on a eu des clients qui sont venus nous voir en disant voilà, on a réussi au niveau trésorerie, on a ce qu'il faut. En revanche, on a toujours le poids de la dette qui pèse sur nous. Une dette qui est contractée par quoi? Par des emprunts, par de l'immobilier, par emprunt bancaire, emprunt obligataire, toutes sortes de dettes. Donc nos clients, sociétés cotées, viennent nous voir en disant voilà, on a cette dette, il va falloir la rembourser. Ça va grever notre trésorerie qu'avec la crise économique qu'on connaît tous, on aurait qu'à fondu. Elle a fondu et on préférait l'utiliser pour faire d'autres choses, pour le développement, pour lancer des investissements, des projets. Et comment on peut faire pour régler ces dettes? Parce qu'évidemment, les créanciers, ils sont là et ils attendent d'être remboursés. Ouais. Ils n'ont pas forcément envie de refaire un rééchelonnement de la dette avec un nouvel échéancier. Donc il y a un peu le couteau sous la gorge, pour le dire directement. Il y a le mur de la dette qui arrive et donc il va falloir trouver une solution. Donc c'est là où on a essayé de trouver une solution smart et réglo pour être raccord avec le thème de l'émission. Vous êtes au bon endroit. Voilà, et du coup on a eu cette idée avec Europe Offering qui travaille avec nous en conseil en ingénierie financière et on a trouvé cette idée d'équitiser la dette. Alors équitiser, c'est un terme en bon français, ça veut dire transformer une créance, une dette, en action. Et après, on la monétise, c'est-à-dire qu'on transforme les actions en cash. Donc, je reprends doucement. Ça fait rêver, ça, pour votre client. Vous lui dites, votre dette, je vais la transformer en action. Et cette action, je vais ensuite la remettre sur le marché et en récupérer du cash. C'est bien ça dont il est question. Exactement. Donc c'est ça l'idée, c'est pour la société cotée débitrice de faire disparaître cette dette sans débourser le moindre centime. Donc ça fait un peu racoleur quand on le dit comme ça, mais ça fait rêver. Moi, je sais pas. Ça fait rêver. Voilà. J'ai ma dette, je vous la donne, vous me dites je la transforme en action. C'est formidable. Voilà. Donc ça, c'est. Alors je dirais que la première phase de transformation de la dette en action, c'est vieux comme le monde. C'est la capitalisation d'une créance. Donc c'est un créancier, par exemple une banque, qui a une créance. Il est possible de souscrire une augmentation de capital avec cette créance, et donc le créancier, la banque, a des actions. Ça fait écho au subprime, je dis une bêtise, il y a l'idée de... Il y a un petit peu ça, et puis il y a aussi tous les grandes restructurations de place avec les CGG, les Vallourec, tout ce qu'on connaît, où on a vu des créanciers qui ont pris le contrôle des sociétés cotées en capitalisant, donc en transformant en actions leurs créances. Mais là, il y a un sujet avec prise de contrôle par les banques des sociétés cotées, c'est pas forcément l'idée. Les gens, voilà, ils viennent nous voir. Ils veulent garder leur entreprise. Le capital tel qu'il est, il nous va bien, je veux juste réussir à régler mon problème de ma dette. L'action, d'un point de vue très technique, elle est transformée, la dette devient une action. Oui. C'est une action ensuite qui peut être achetée sur le marché. Donc voilà, l'idée c'est que les actions derrière, elles soient cédées sur le marché et du coup on récupère du cash. Le cash permet in fine le remboursement du créancier. Donc ce qui permet, alors ça c'est la première question que je voulais vous poser, c'est une bonne nouvelle pour le créancier parce qu'à un moment donné, ce créancier va pouvoir se rembourser. Voilà, donc par rapport à des restructurations où les créanciers subissent des haircuts, comme on dit, donc ils se font un peu tondre, et par rapport à la créance qu'ils avaient, ils doivent accepter un abandon de créance partiel et ils ne retrouvent pas la totalité de leur mise. Avec cette solution, que je vais expliquer un petit peu plus avec la fiducie, le créancier, in fine, peut se faire rembourser en intégralité, en cash, sans avoir lui-même les actions dans les mains, donc ça c'est l'intérêt de la fiducie, pour lui-même ne jamais être en position de prendre le contrôle d'une société cotée, puisqu'on sait quand on prend le contrôle d'une société cotée, il faut lancer une OPA obligatoire, exactement, etc. Ce qui est le débat Veolia-Suez avec la bataille judiciaire qui est engagée. Exactement, donc l'idée n'est pas pour les banques de devoir faire des OPA et de sortir tous les minoritaires d'une société cotée, c'est juste d'in fine être remboursé en cash. Et donc c'est là qu'intervient la fiducie,
pour qu'en fait les banques, parce qu'elles ont aussi des problèmes de ratio prudentiel, pour certaines, elles ont des difficultés à avoir des actions de société cotée pour leur calcul. Elles ont des obligations, les banques. Exactement. Bien sûr, donc, européennes. elles ne sont pas forcément preneuses d'avoir des actions en direct. Et donc, on a trouvé cette solution d'utiliser la fiducie gestion. La fiducie gestion, c'est juste un tiers dans lequel la banque va transférer sa créance. Donc la créance n'est plus chez le créancier, elle est dans la fiducie. Et la fiducie, elle l'utilise pour souscrire à des petites augmentations de capital tous les jours au fil de l'eau par compensation de créance. Donc elle utilise sa créance pour souscrire à des petites augmentations de capital. Et les actions que la fiducie a reçues, elle les cède sur le marché, elle reçoit du cash. Et la fiducie, ultimement, a pour mission de restituer le cash au créancier d'origine qui, du coup, est désintéressé. Alors là effectivement, j'espère que vous avez pris quelques notes, parce que quand on n'est pas du métier, tout d'un coup, ça devient très complexe. Parlez-nous du BSA, parce qu'il y a un autre volet. Oui. Expliquez-nous ce que c'est et comment ça fonctionne, parce que c'est très très lié, évidemment, à cette stratégie de la fiducie que vous nous développez. Donc ça, c'est un instrument pour éviter la lourdeur, parce qu'on est quand même dans des sociétés cotées, un conseil d'administration, on ne peut pas le réunir tous les jours. Donc les augmentations de capital, plutôt que de réunir un conseil d'administration tous les jours pour faire une micro-augmentation de capital. Elle valide le fait qu'elle autorise. Voilà, avec le BSA, c'est décidé par l'Assemblée générale des actionnaires qui du coup valide par anticipation la dilution à venir. Et donc les BSA, c'est juste un instrument pour que la fiducie exerce tous les jours un petit peu de BSA. Elle reçoit des actions, les actions elle les vend sur le marché. Donc tout ça, c'est pour travailler au fil de l'eau. Avant de nous quitter, c'est quoi les avantages de cette fiducie gestion? D'abord, une question un peu technique, mais est-ce qu'elle est reconnue au sein de l'Union européenne, ou est-ce que c'est un modèle purement français, cette fiducie gestion? Alors le modèle de trust est globalement adapté dans tous les pays européens aujourd'hui. La fiducie gestion, c'est l'adaptation du trust en France depuis plusieurs années. En France, on ne dit pas trust. Voilà, on dit fiducie. On dit voilà. fiducie. Fiducie gestion, c'est-à-dire confier à un tiers au cas présent la créance. Et derrière, c'est un contrat dans lequel on dit voilà, selon quels paramètres vous devrez exercer les BSA, vous devrez vendre, pas plus de temps, parce que sinon ça peut impacter le cours de bourse. Donc on dit à la fiducie, ne faites pas n'importe quoi, pas plus de 10% des volumes quotidiens par jour, pour pas que ça ait un impact baissier sur le cours. Sinon, c'est de la vente, donc ça aura un impact baissier sur le cours. Donc voilà, c'est un contrat, on le paramètre. C'est un travail très fin en fait. Voilà, c'est un jeu d'équilibre. C'est du cousu humain. Un dernier mot, l'avantage pour l'entreprise, parce qu'on est sur Smart Job et donc sur l'emploi, sur les entreprises, ça évite, vous le disiez, en fait, qu'une banque puisse prendre le contrôle d'une entreprise. Ça garantit quoi? L'indépendance de l'entreprise? Voilà, l'indépendance, puisque certes, il y a des augmentations de capital, mais ça va sur le marché, donc il n'y a pas un nouvel actionnaire de référence, le créancier qui vient, qui prend le contrôle, qui est chez lui. Et qui pourrait déstabiliser l'entreprise. Qui pourrait déstabiliser l'entreprise. Donc pour les dirigeants, ça règle le problème de leur dette, ça règle leur situation de trésorerie, et ils gardent indépendance dans leur gestion. Et le créancier, in fine, alors ça prendra le temps qu'il faudra selon la liquidité de l'action. Si le cours de l'action, si l'action a une très forte liquidité, ça ira vite pour écluser toute la créance. Ça pourra prendre un peu plus de temps si l'action est moins liquide. Mais in fine, le créancier est remboursé en cash, ce qui est ce qu'il cherchait. Cyril Degnaud, c'est passionnant. Vous nous avez fait rentrer dans un univers incroyable de la fiducie. Donc on ne dit pas les trusts, on l'aura compris. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes avocat, on l'aura compris, en droit boursier, qui est évidemment un univers assez incroyable. Revenez quand vous voulez, nous éclairer et faire autant de pédagogie, parce que c'est un sujet éminemment technique tout de même, que le grand public ne maîtrise pas totalement. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, la petite pause café avec Fanny Griesmer. Alors on revient dans l'entreprise version bonnes œuvres, bonnes actions, les initiatives. Elle nous en parle, Fanny Griesmer, c'est dans quelques secondes. C'est la pause café. Fanny, on fait une petite pause café parce que c'est vrai que la fiducie gestion, c'est un sujet technique et qu'on ne manœuvre pas tous les jours comme ça. En tout cas, on y a appris beaucoup de choses. Là, on revient à l'entreprise qui fait, dans un contexte de crise, et pas seulement d'ailleurs, de bonnes actions, de belles actions, qui décident d'être autre chose qu'une simple entreprise. Et oui, j'ai décidé de vous présenter de belles initiatives aujourd'hui. La première nous vient de Loire-Atlantique, où 2 jeunes chefs d'entreprise ont décidé, à Nantes, d'ouvrir leur bureau le soir et le week-end pour aider des sans-abri à reprendre pied. Le constat est assez simple et assez évident. Le soir, le week-end, les bureaux sont vides, désertés, et pourtant ils sont chauffés. Et puis souvent équipés, vous pouvez avoir des WC bien sûr, des douches parfois, des cuisines. Alors pourquoi ne pas les utiliser pour héberger des personnes en situation d'urgence ou des sans-abri le temps d'une nuit ou deux? C'est l'idée de l'association Les Bureaux du Cœur, lancée fin 2019 par Pierre-Yves Loec, directeur de l'agence de communication Nobilito et président du Centre des jeunes dirigeants. L'idée, c'est de permettre à une
personnes sans domicile fixe de profiter du confort des bureaux. Ils arrivent le soir vers 18h et ils doivent repartir à 8h30 le lendemain matin. Ils ont pu profiter toute la nuit et donc le week-end également des toilettes, d'un coin pour dormir, d'une armoire qui ferme à clé, du Wi-Fi, d'un coin cuisine avec un micro-ondes pour réchauffer leur repas, parfois d'une douche. Bref, un accueil qui leur change la vie et sans aucune contrepartie. Alors au-delà de l'hébergement, c'est aussi l'idée, c'est de créer du lien, de favoriser la réinsertion. Dans l'une de ces entreprises, on a des salariés qui aident la personne hébergée à refaire son CV, par exemple. Dans d'autres, ce sont des contacts qui sont proposés pour la recherche d'emploi. Un vrai coup de pouce pour ces personnes en difficulté qui sont déjà engagées sur la voie de la réinsertion. L'idée, donc, c'est que la personne ne soit pas seulement hébergée, mais qu'elle soit également épaulée. Ça se passe comment, concrètement, Fanny ? Alors, si vous êtes une entreprise prête à voudraient, héberger un sans-abri, vous prenez contact avec les bureaux des Cœurs via un formulaire en ligne. Ensuite, l'association vous accompagne, vous conseille et valide les conditions de l'accueil à travers une visite. Il y a ensuite une visite de pré-accueil organisé avec la personne en difficulté qui aura déjà été identifiée. Si cette visite est concluante, eh bien vous pouvez démarrer l'accueil. L'association vous accompagne et vérifie avec vous que l'intégration se déroule au mieux. Il y a un protocole assez strict. Les personnes hébergées sont triées sur le volet en amont, proposées par des associations locales bien implantées qui ont pour mission de les suivre, ces personnes. Des gens qui sont donc, comme je le disais, déjà sur la voie de la réinsertion. La personne accueillie va signer une convention tripartite avec l'association en question, mais également les bureaux du Cœur. Côté assurance, l'entreprise est propriétaire des murs, c'est assez simple. En fait, il y a un débat là. Vous avez un cadre assurantiel à mettre en place, c'est comme une assurance pour bailleur, ça équivaut à peu près à 150 € par an, et si l'entreprise loue les locaux, le bailleur doit établir un avenant au contrat de location. Alors actuellement, l'initiative est locale. On est du côté de la Loire-Atlantique. On a une petite quinzaine d'entreprises nantaises qui a mis à disposition ces locaux pour l'instant. L'association aimerait se développer un peu partout en France, mais il faut déjà s'implanter dans d'autres grandes villes et notamment trouver les associations référentes pour relayer l'action et puis accompagner les entreprises accueillante. En imaginant même que certains puissent trouver un boulot, un job, grâce à l'entreprise dans laquelle ils ont dormi le soir. C'est tout l'idée. L'idée, c'est un effet levier, évidemment. On y dort et peut-être un jour on y travaille et on reprend pied. Peut-être. Autre élan de solidarité, Fanny, qui est important, c'est ces restaurateurs. Tout est fermé, mais ils ont quand même certains décidé de tendre la main. C'est vrai que ces restaurateurs, dont la crise a mis un sérieux coup de frein, voire un coup d'arrêt à leur activité, eh bien certains décident de rouvrir leur cuisine pour mettre leur talent au profit de ceux qui en ont besoin. Les initiatives se multiplient un peu partout en France. Dans les Vosges, à Vincennes, 2 jeunes chefs, Victor Grimont et Léo Toussaint, les 2 jeunes chefs qui ont repris le restaurant familial Le Relais de Vincennes, ont préparé 200 menus bistronomiques et solidaires qu'ils ont offerts hier aux étudiants nancéens en difficulté. Puis on a aussi à Amiens, dans la Somme, le gérant du restaurant Ad Hoc Café, Thierry Martin, qui a lui eu l'idée de concocter des paniers repas pour les étudiants très largement touchés par la crise sanitaire. On en parlait la semaine dernière. Et l'élan de solidarité s'exprime bien au-delà, parce que pour préparer ces paniers, il a fait appel aux dons de produits, aux dons aussi d'argent. Et ils affluent. Les étudiants repartent avec 4 repas pour la semaine. La distribution va se poursuivre tous les mardis jusqu'à la réouverture du restaurant. Et puis d'autres repas solidaires sont également préparés les jeudis, cette fois à destination des associations dans les différents quartiers d'Amiens. Voilà, message concret, si vous avez besoin, il y a le bureau du Cœur, c'est bien ça, il y a les bureaux du Cœur, un site internet, j'imagine, pour aller vous renseigner. Exactement. Et vous inscrire pour héberger et accueillir ces personnes qui sont sans domicile. Merci Fanny pour ces belles initiatives, tant sur le plan culinaire que sur le plan, je dirais, de l'accueil de ces personnes sans domicile. Aussi plusieurs associations qui travaillent ensemble, main dans la main. En synergie, pour essayer de mailler, parce que pour l'instant, vous l'aurez compris, ça reste assez local et assez régionalisé. Merci, on se retrouve demain, bien entendu. On fait une courte pause, mais pas café cette fois-ci. Courte pause, on se retrouve juste après. On parle des banques, c'est 360 000 salariés, secteur bancaire qui est impacté, touché par cette crise Covid. Ils ont été eux aussi en première ligne. Que se passe-t-il dans ce secteur ? On fera le point avec 2 experts de ce dossier. C'est dans quelques instants et c'est le Cercle RH.
Le cercle RH, notre débat quotidien, on parle du secteur bancaire, près de 360 000 salariés. Ils ont été, on en a peu parlé d'ailleurs, ils ont été en première ligne pendant cette crise Covid parce que, rappelez-vous, les banques, les agences bancaires avaient obligation, c'est ce qu'avait indiqué le ministre de l'économie, de rester ouvertes pour continuer à assurer l'accueil au public. Ça n'a pas été simple. Un an plus tard, d'autres sujets évidemment sont sur la table, des fusions, celle notamment de la Société Générale et du Crédit du Nord qui risque d'y avoir de la casse, HSBC, on parle de suppression d'emplois, et puis il y a le télétravail qui a modifié évidemment les organisations, la manière de travailler et qui pose aujourd'hui des questions. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, épingle aujourd'hui dans un tweet dévoilé dans les Échos le manque d'entrain des banques en matière de télétravail. On va faire le point, il y a les banques et le secteur assurance qui, elle aussi, ne joue pas le jeu. On fait le point aujourd'hui avec deux spécialistes de ce dossier. Ils sont au cœur de ce sujet. Frédéric Guyonnet, merci d'être avec nous. Vous êtes président national du SNB CFE-CGC, qui est le syndicat national de la banque, qui est le syndicat majoritaire. Et vous êtes sur beaucoup de sujets en première ligne, notamment sur ces questions de fusion, les questions du télétravail. Et on va parler évidemment du dialogue social, parce qu'il a fallu signer tout au long de cette année très compliquée des accords pour réorganiser le travail. On va faire le point, puis on parlera emploi, bien entendu, parce qu'il y a des inquiétudes aujourd'hui dans le secteur bancaire. Maya Attig est avec nous. Merci d'être avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. Elle va être avec nous dans une poignée de secondes. Elle sera en visio, directrice générale de la Fédération bancaire française, alors qui regroupe l'ensemble des banques françaises, présidée aujourd'hui non plus par Frédéric Ouéda, mais par le directeur général du Crédit Agricole, Philippe Brassac. On va revenir évidemment sur ce que nous dit la Fédération bancaire française. D'abord, Frédéric Guyonnet, vous l'avez vu ce tweet d'Elisabeth Borne ? Oui. Ce n'est pas la première fois qu'elle épingle le secteur bancaire. Elle dit, globalement, le secteur bancaire ne joue pas le jeu en matière de télétravail. Vrai ou pas vrai ? Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, effectivement, ce n'est pas la première fois qu'elle nous montre du doigt. Il faut savoir que nous avons été convoqués, donc Maya Attig et moi-même, il y a 15 jours. Convoqués par Elisabeth Borne et Laurent Pietraszewski, son secrétaire d'État, pour avoir des explications sur le télétravail dans le secteur bancaire. Ce qui la dérange, c'est que nous sommes passés en novembre de 70% de télétravailleurs dans le secteur au mois de janvier à 64%. Donc on est quand même des bons élèves puisque le baisse de 6%. Ouais, il y a une baisse de 6%. Ouais. Quand on regarde un peu le télétravail dans le secteur, tout secteur confondu, on est à 31%. Donc nous montrer du doigt, alors qu'on est au-delà des 31% à 64%, on le vit un peu mal. Comment vous l'expliquez ? Parce que vous dites finalement, ce qu'on entend dans ce que vous nous dites, c'est que vous n'êtes pas peut-être les plus mauvais élèves, mais c'est quand même le secteur bancaire qui est montré du doigt. Pourquoi ? Quel est son argument ? En fait, c'est cette baisse. En fait, elle veut une explication sur cette baisse. Pourquoi on a été capable de mettre à un moment donné 70% de salariés en télétravail et qu'aujourd'hui on n'est plus capable de le faire. Donc il y a quand même des explications. Vous l'avez dit en introduction, Bruno Le Maire, en mars dernier, nous a déclaré opérateur d'importance vitale pour la nation, ce qui signifie que nous devons rester ouverts pour apporter un service minimum aux clients et pour soutenir l'économie française. Un mot sur le télétravail, parce qu'on a beaucoup d'émissions sur des chefs d'entreprise, des dirigeants qui nous disent « mais moi, mon emploi n'est pas délocalisable ». Est-ce que du côté du syndicat national de la banque, il y a une inquiétude réelle sur l'idée qu'on puisse délocaliser des emplois, puisqu'on touche au cœur du secteur bancaire. On nous dit qu'il y a du gras, je mets beaucoup de guillemets, mais les banques pourraient se délester d'un certain nombre de collaborateurs. Est-ce qu'elles ont dans la tête l'idée de délocaliser des emplois ? C'est sûr qu'avec le télétravail, c'est une inquiétude qu'on partage. Enfin, au SNB, on travaille sur ce sujet-là, puisque si les salariés sont capables de faire certaines tâches à domicile, à Paris, ils peuvent très bien le faire, les mêmes tâches, à Porto ou en Inde, notamment sur tout ce qui est développement informatique. À Porto, c'est pas anodin, parce qu'il y a déjà... Porto, c'est pas anodin. Ouais, c'est pas anodin. Je ne cite pas cette ville au hasard. On a Natixis, la banque d'affaires de BPCE, qui a déjà transféré certaines activités sur Porto, donc au Portugal,
notamment dans le développement informatique. Pour être concret, on a proposé aux collaborateurs de l'informatique d'aller vivre à Porto et d'emmener leur famille, où ils ont coupé les contrats et ils ont proposé à des Portugais de reprendre les postes. C'est une vraie question. Alors, en fait, effectivement, en premier, on propose de partir au Portugal, et puis si on refuse, on va détruire l'emploi en France et on en recrée du coup à Porto. Ça, c'est un vrai sujet. Les salariés, les remontées que vous avez de vos réseaux, il n'y a pas que les agences. On va parler des agences et de leur destruction, parce que ça, c'est l'enjeu numérique. Mais qu'est-ce qui remonte aujourd'hui des conditions de travail dans le secteur bancaire depuis cette crise Covid? Parce qu'il y a à la fois des agences qui restent ouvertes et il y a aussi des collaborateurs en télétravail. Comment c'est vécu et comment ça se vit très concrètement? Alors, c'est vécu de différentes façons. Alors déjà, il y a certains salariés qui sont en télétravail depuis le mars dernier. Donc pour eux, ça fait un peu long. Beaucoup demandent à revenir travailler sur site parce que il y a la coupure avec le lien social, parce qu'ils sont mal installés, il y a un manque d'équipement. Donc certains salariés demandent à revenir sur site. Et puis à l'inverse, on a ces salariés qui travaillent dans les agences bancaires où là, il est plus difficile de télétravailler, qui pour certains demande à essayer d'avoir un peu plus de télétravail, ce qui est un peu compliqué parce que du coup on a ce fossé qui se creuse entre les fonctions support des sites centraux et puis les commerciaux qui se trouvent dans les réseaux bancaires. Alors on va entendre Maya Attig, on a un petit souci de connexion avec Maya, la présidente, la directrice générale de la Fédération bancaire française. On va essayer peut-être de l'entendre par téléphone, à minima. Juste de quelques mots quand même, c'est un vrai sujet. Est-ce que le syndicat national de la banque CFE-CGC se penche sur la masse salariale? Elle se dit aujourd'hui, les banques vendent à perte leurs crédits, leurs rentrées sont plus faibles, même si leurs résultats pour certaines sont encore très corrects. Est-ce qu'il peut y avoir une valeur et une variable d'ajustement sur l'emploi? En un mot, est-ce qu'ils vont toucher à la masse salariale, ces banques? C'est évident, en fait, lorsqu'on ne peut plus augmenter les bénéfices, on va aller chercher à réduire les charges. Dans le secteur bancaire, on a 3 principales charges qui sont la charge informatique, mais là-dessus, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire. La charge en termes d'immobilier, et là aussi, du coup, c'est la réduction des agences. Vous voyez la charge de personnel. Eh oui, on arrive aux agences, hein, on va en parler. Et le personnel. Et le personnel. Donc, effectivement, on sait très bien que les banques vont chercher, en tous les cas le secteur bancaire, à faire des gains sur ces charges-là, et on va taper sur les effectifs. Les effectifs. Maya Attig, est-ce que vous nous entendez? Malheureusement, vous n'avez pas réussi, ou on n'a pas réussi à se connecter ensemble. Directrice générale de la Fédération bancaire française, merci d'être avec nous. Vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Bonjour. Bonjour. On est désolé, on aurait tellement aimé vous voir aussi. Vous avez la photo. Écoutez, nous ferons avec, comme on dit à la télévision. On est en direct, vous êtes la bienvenue dans notre émission. D'un mot, quelques réactions quand même. On a évoqué les petits coups de règle sur les doigts des banques en matière de télétravail. Vous avez trouvé ça injuste? Vous trouvez ça injuste, comme l'a dit il y a quelques secondes Frédéric Guyonnet? La ministre est un peu trop sévère avec vous, dit-il. Écoutez, je pense qu'il faut bien se souvenir que la banque est l'un des secteurs où on télétravaille le plus en France aujourd'hui, où on a mis le plus de moyens, à la fois dans la continuité d'activité, au contact des clients et dans la possibilité de télétravail. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme le meilleur de l'élève de la classe qui se fait taper sur les doigts parce qu'il a 19 sur 20 et non pas 20 sur 20. Bon, je pense qu'il faut peut-être dépasser les notions de justice ou d'injustice, se demander comment est-ce qu'on peut traiter au mieux la situation existante. On a mis beaucoup de moyens dans la sécurité des agences, dans la sécurité sanitaire. On va continuer, voilà, coup de règle ou pas coup de règle, pas de problème. Une autre question qui va nous faire basculer, parce que vous êtes entré comme ça un peu au fil de l'eau de l'échange que j'avais avec Frédéric Guyonnet. La question centrale aujourd'hui sur un stock, j'aime pas ce mot, mais de 360 000 collaborateurs du secteur bancaire qui dépendent de la fédération bancaire française. Frédéric Guyonnet disait oui, il y a une inquiétude sur l'idée que certaines banques se délestent d'une partie de leur masse salariale. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Alors, Frédéric Guyonnet, avec qui nous travaillons très régulièrement, le sait bien. Il y a une érosion des effectifs depuis plusieurs années. Depuis d'assez nombreuses années, les effectifs diminuent d'environ 1% par an. Certaines années, c'est un peu moins. Certaines années, c'est un peu plus. En 2019, c'était moins 1%. Bon. Donc, en réalité, ce qui change, c'est surtout les adaptations de l'emploi. Je voudrais dire qu'avec cette baisse des effectifs, on a quand même un secteur bancaire dynamique en termes d'embauche. 44
4000 embauches. Et donc ça reste un secteur qui est attractif en termes de recrutement. Et donc cette érosion des emplois, je pense qu'il faut surtout regarder les évolutions de l'emploi, les évolutions des compétences qui existent à l'intérieur de chacune des banques. Oui, des compétences et des métiers, parce qu'on va le voir avec l'arrivée du numérique. Ce qu'on demandait il y a 20 ans à quelqu'un qui entrait dans la banque, c'est pas ce qu'on lui demande aujourd'hui. Juste d'un mot, pour donner la parole à Frédéric Guyonnet, mais vous êtes d'accord, il faut affiner. Les recrutements sont plus les mêmes. Vous recherchez plus les mêmes profils. Maya. Oui, pardon, excusez-moi, je pensais que vous interrogiez Frédéric. Non. Ce qui a changé, alors à vrai dire, on cherche toujours le même type de personnes, c'est-à-dire des personnes qui sont dynamiques et qui souhaitent se former tout au long de la vie, évoluer tout au long de leur vie, qui aiment le contact des clients, qui aiment la rigueur, quel que soit leur métier, que ce soit celui du conseil aux clients, celui de l'informatique, celui de la conformité, qui recrute énormément depuis plusieurs années. Et donc, je dirais, ce socle de base de connaissances n'a pas changé. Ce qui a changé, effectivement, c'est d'une certaine manière la qualification à l'entrée. Aujourd'hui, on a 60% des recrutements à bac plus 4 ou 5, 34% à plus 2 ou 3 et 6% qui sont inférieurs à bac plus 2. Bon, il y a 10 ou 15 ans, on avait des proportions plutôt inversées. Donc les gens entraient à bac plus 3 à peu près et puis progressaient, ils continuent à entrer et ils continuent à progresser aussi, mais ils arrivent plus souvent avec de hautes qualifications. Alors chapitre 2, parce qu'il y a quelques sujets importants qu'il faut évoquer sur l'emploi, ce sont ces fusions, ce sont ces concentrations. Alors elles ont déjà commencé bien avant la crise Covid, mais c'est vrai qu'il y a eu ce rachat de la Société Générale qui a racheté le Crédit du Nord. D'abord, l'état d'esprit des salariés, parce que quand on dit un rachat, on avait la DRH de la Société Générale qui nous disait mais que rien n'était arrêté, peut-être que la marque allait disparaître, et derrière c'est 600 agences qui vont disparaître. Alors, c'est pas rien quand même. Hein. C'est pas un rachat, puisque le groupe Crédit du Nord faisait déjà partie du groupe Société Générale. Oui, soyons précis, vous avez raison. Non, voilà, soyons précis. Donc, par contre, il y avait deux réseaux distincts entre le réseau Crédit du Nord et le réseau Société Générale. Les rouges et les bleus. Et les bleus. Et la Société Générale a donc décidé de fusionner ces deux réseaux d'agences. Sébastien Proto, le numéro 2 de la Société Générale, a annoncé qu'il y aurait 600 fermetures d'agences. On aura également des doublons sur les sites centraux, puisque le Crédit du Nord est organisé par banque régionale, la Banque Courtois, la Banque Les Derniers, la Banque Tarnot, etc. Donc, et chacune de ces banques a un siège en province. Donc il va falloir voir comment on travaille sur les doublons qu'il va y avoir sur ces activités-là. 600 agences, si je multiplie un peu mécaniquement par 5 collaborateurs par agence, on est déjà à 3000 salariés qui sont en danger. Est-ce que ça peut aller plus haut ? Alors oui, ça peut aller plus haut, mais sur le groupe Société Générale, il y a à peu près 1500 départs naturels par an. Donc, l'un dans l'autre, on peut tabler sur plusieurs milliers de postes qui vont disparaître. Maintenant, c'est pas parce qu'un départ à la retraite va se faire à Toulouse que le besoin qu'on a est à Lille. Donc, voilà, la Société Générale continuera à embaucher. Maya Attig, juste quelques mots sur cette fusion. Alors, il faut être précis, c'est vrai que c'était déjà deux entités qui travaillaient ensemble, mais c'est une fusion des réseaux. La perte sèche, parce qu'on évoquait les embauches, il y a des embauches dans le secteur bancaire, mais là, on est quand même sur un cas de figure où, lorsqu'on fusionne, on le sait, il y a destruction d'emplois. Vous l'évaluez à combien ? Plus de 4000 postes ? Alors écoutez, je préfère que ce soit la Société Générale qu'on en reste aux chiffres annoncés par la Société Générale. L'exemple qu'a donné Frédéric Oudéa encore récemment sur une autre chaîne, c'est tout simplement que quand vous avez deux agences très proches, donc effectivement seule l'une des deux va rester, ça ne veut pas forcément dire que tous les salariés de l'une vont partir. Certains vont continuer à suivre des clients que n'avait pas l'autre banque. Donc je pense qu'il faut raisonner davantage en clients à suivre, et en réalité le nombre de clients ne diminue pas forcément, le nombre de clients il s'ajoute. Et puis d'autres salariés vont aller à d'autres endroits, pourront effectuer des mobilités, etc. Donc je pense que vraiment il faut prendre en compte le fait que on peut distinguer le lieu de l'agence et puis le travail qu'il y a à faire. Le travail d'un conseiller aujourd'hui, que ce soit dans l'agence ou ailleurs, c'est un travail de contact, un travail de suivi de ses clients, un travail de suivi des projets, de propositions également. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas considérer que ce soit de la pure arithmétique, c'est vraiment un corps vivant, celui des effectifs de la banque.
Justement, un corps vivant, il y a une très grande inquiétude, je pense, avec une accélération liée à la crise Covid, sur la numérisation, sur le fait que les clients, pour 1001 raisons, sont allés moins dans les agences pendant cette crise. On le constate, les chiffres sont là, et ont évidemment géré leurs services bancaires à distance, sur leur smartphone, sur leur tablette et sur leurs ordinateurs, qui m'amène à vous poser cette question importante, c'est la banque classique, la banque de détail d'agence, quand on voit les fermetures progressives des agences, est-ce qu'elle a encore de l'avenir? Est-ce que le métier est en train de se transformer et, entre guillemets, challengé par les fameuses banques en ligne, qui ont des coûts évidemment beaucoup moins lourds que les banques traditionnelles, évidemment? Il y a une inquiétude chez vous sur ce point? Moi, je crois que la banque a encore un rôle en termes de proximité. On le voit, les banques mutualistes ont décidé de garder le maillage du territoire qu'elles avaient. Je parle du Crédit Agricole, Caisse d'épargne, la Caisse d'épargne, la Banque Populaire, le Crédit Mutuel. Elles ont décidé de garder leurs implantations pour être toujours proches des clients. Et ça, c'est important parce qu'on se rend compte que même si ce que vous dites, les clients ne viennent de moins en moins en agence, lorsqu'on ferme une agence, il y a une levée de boucliers, il y a des associations qui se montent, on a le maire au téléphone. C'est notre patrimoine local. Donc, en fait, les clients sont rassurés d'avoir une banque en physique près de chez eux parce qu'ils ont besoin de voir leur conseiller physiquement pour 3 moments de la vie, lorsqu'ils se séparent, lorsqu'il y a une succession ou lorsqu'ils ont leur premier achat immobilier qui est important et qui est plus compliqué à faire à distance ou au téléphone. Donc il y a de l'avenir, c'est-à-dire que dans ce secteur bancaire, je pense à Boursorama, mais il y a beaucoup d'autres marques qui challengent les banques, il y a une cohabitation possible. L'un ne va pas remplacer l'autre. Non, je pense qu'ils sont complémentaires. Les deux réseaux sont complémentaires. Vous en pensez quoi, Maya Attig? Parce que les banques en ligne, ce sont des plateformes un petit peu comme l'ubérisation ou comme Uber est venu challenger les taxis. On a le sentiment comme ça que ces banques en ligne sont en train non seulement de vous challenger, mais de pousser les banques un peu dehors, à l'extérieur, et donc de mettre en danger les salariés qui travaillent dedans. Alors, 3 choses. D'abord, les banques en ligne, il y a un endroit où elles cohabitent, c'est la Fédération bancaire française. La Boursorama est membre de notre fédération. Beaucoup de banques en ligne en sont membres. Et par ailleurs, au sein des grands groupes bancaires, des grands groupes à réseau, y compris d'ailleurs des groupes mutualistes, vous avez des banques en ligne qui coexistent avec la banque physique. Alors, 3e chose, pourquoi tout ça? Tout simplement parce que le souhait des Français, c'est de tout avoir. Alors, je vais vous livrer 2 chiffres qui viennent d'un sondage qu'on a effectué récemment avec l'IFOP. Le premier, c'est que la proximité, c'est vraiment une valeur clé. Et 83% des Français estiment que la banque idéale doit laisser la possibilité à chacun de recourir à des services à distance ou en agence en fonction de ses besoins. Donc le choix de l'agence, les Français le veulent dans leur très grande majorité et bien entendu, plus ils vieillissent, plus ils dépassent le fameux cap de la trentaine, ils ont besoin de projets lourds, d'immobilier, d'épargne, etc. et plus ils ressentent ce besoin. Ça, c'est le premier chiffre que je voulais vous donner. Le deuxième chiffre, c'est que 74% des Français ont trouvé que la présence des conseillers, le fait de pouvoir joindre un conseiller était un facteur rassurant pendant la crise sanitaire. Voilà. Donc je dirais que, encore une fois, le sujet de la digitalisation, c'est quelque chose qui est complètement intégré par les banques depuis très longtemps, dans lequel elles investissent, elles mettent beaucoup de moyens et ça ne les empêche pas pour autant de développer les compétences des collaborateurs, d'offrir des formations justement pour s'adapter. Je rappelle que dans la banque, on a en moyenne 26 heures de formation par an et même 35 heures dans les métiers au contact des clients pour bien s'adapter à tous ces outils. Oui, il faut le préciser, des collaborateurs dans les réseaux bancaires qui sont formés régulièrement. C'est un secteur qui forme beaucoup. Plus de 4% de la masse salariale est consacrée à la formation. À la formation et à la numérisation et à la transformation numérique parce qu'elle n'est pas aboutie totalement dans certains secteurs bancaires ou dans certaines banques. Elle n'est pas arrivée à son terme. Pour certaines, c'est réglé. Elles ont transformé numériquement. On a accès évidemment sur les smartphones à tous les outils. Pour certaines, ce n'est pas encore le cas. Avant de nous quitter, Frédéric Guyonnet, le fameux dialogue social dont vous êtes aussi l'un des piliers, puisque c'est vous qui êtes en négociation, qui avez ces échanges. Ça s'est bien passé, le dialogue social, puisqu'on en parle beaucoup. On a dit que le dialogue social avait été finalement apaisé et que les choses s'étaient bien passées.
Dans le secteur bancaire. Secteur bancaire, parce que vous êtes dans ces négociations. Oui, tout à fait. Enfin, on n'a pas eu de sujet sur le secteur bancaire. On s'est réinventé. On a fait des négociations à distance. On a signé des accords à distance. C'était une première. Négocier à distance, ça a été nouveau. En visio, on ouvrait la visio. En visio, on a travaillé sur des accords avec les ajustements nécessaires. Et puis, on a signé cet accord. Alors, c'était l'accord sur la formation professionnelle. Donc, c'était quand même un accord très important pour le secteur. Et on a signé cet accord qui est un bon accord pour la branche AFB. Un dernier mot avant de nous quitter. Vous le regardez comment le secteur bancaire dans les 5 ans à venir? Parce que vous faites de la prospective, vous avez des remontées terrain, vous avez des collaborateurs qui vous parlent de leur souffrance aussi au guichet, qui vous reparlent de leur difficulté de trouver un épanouissement dans leur travail. Ça ressemblera à quoi la banque dans 5 ans? Un secteur hybridé entre un gros travail en backup d'informatique et de gestion, et puis finalement une portion plus faible d'accueil public? Est-ce que c'est ça? Non, pas forcément. Je pense qu'on aura des conseillers qui seront plus spécialisés dans certains domaines. Et d'où le fait qu'il y ait ce montant en compétences en termes de formation, et puis une capacité à gérer des clients en masse dans certains domaines. Maya Attig, précisons quand même que les banques aujourd'hui, je le disais avant que vous nous rejoigniez, se plaignent parce qu'aujourd'hui l'argent n'est pas cher, même si les taux commencent à remonter, nous dit-on, mais elles ont prêté parfois à perte, elles ont prêté souvent sans gagner d'argent. C'est compliqué la situation, même si les banques ont eu, je le redis, des résultats assez corrects malgré tout. Je pense que les banques françaises sont solides. Elles sont solides. Elles ont des fonds propres importants. Effectivement, la tension sur les résultats existe, mais leur mode de fonctionnement leur permet de bien gérer les risques, de distribuer le crédit. Et effectivement, avec des taux bas, c'est plus compliqué, mais la solidité, ça reste le mot-clé à moyen terme. Et s'agissant de la vision de la banque à 5 ans, je pense que, comme aujourd'hui, il y a 3 valeurs clés. C'est cette solidité qui est un facteur de confiance majeur, et puis c'est l'utilité et la proximité. Et vraiment, je crois que les Français souhaitent cette proximité, quelle que soit sa forme. Et la proximité, c'est la capacité à parler à des dizaines de millions de clients, des millions d'entreprises, et à leur proposer des solutions qui sont adaptées. Ça, je pense qu'on l'a beaucoup montré dans la crise. Ça donne une grande fierté aux banquiers. Ça donne envie de faire encore plus pour se réinventer. Merci Maya Attig, directrice générale de la FBF, la Fédération bancaire française. Rappelons, et on n'a pas eu le temps d'en parler, qu'il y a aussi des alternants qui sont embauchés dans les banques, qui permettent à Frédéric Guyonnet de pouvoir aussi émerger, faire leur carrière pour certains au sein des métiers de la banque. 44 000 embauches 2019, on ne sait pas en 2021 ce qu'il en sera, mais en tout cas il y a des alternants. Merci à Frédéric Guyonnet d'avoir été présent. Puis je vous invite, Maya Attig, à venir nous rejoindre sur le plateau. Vous allez voir, c'est formidable, Smart Job, Bismart. On vous invite, vous êtes d'accord? Quand vous voulez, je reviens quand vous voulez. Voilà, merci ça bien pour votre invitation. C'était très bien, on a envie de vous voir. Merci. En proximité ou à digital, ça va bien. C'est votre message en plus. Et puis merci à Frédéric Guyonnet, le président national du SNB, syndicat national de la banque CFE-CGC, qui est le syndicat, faut-il le rappeler, qui est leader dans le secteur bancaire. C'était un plaisir d'être avec vous, Frédéric. On termine par fenêtre sur l'emploi. Ça concerne évidemment les DRH que vous croisez très souvent dans les banques. Le recrutement, comment faire? Est-ce que c'est l'intuition? Est-ce que c'est la science? La neuroscience? On en parle tout de suite avec notre invité dans Fenêtre sur l'emploi. Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Fenêtre sur l'emploi, notre rubrique consacrée au recrutement, assez technique. Alors on en parle beaucoup. On en parle avec Romain Pichot aujourd'hui, président fondateur de GetPro. Bonjour Romain. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Alors, c'est très intéressant parce que vous créez cette société, votre société, avec votre associé Émile Penn en 2015. Vous avez 35 collaborateurs aujourd'hui, donc c'est une belle PME, avec une croissance qui a fait plus 25 en 2020, et vous avez 300 clients. Vous avez fait le pari d'accompagner dans le recrutement le recruteur avec des outils. Quels sont ces outils? Parce que très vite, on nous parle d'algorithmes, de neurosciences. Ces mots font peur, alors qu'on a des dirigeants sur ce plateau qui nous disent « moi, je recrute à l'intuition et à l'œil ». Oui, absolument. L'intuition, l'œil, le cerveau humain, il est extrêmement puissant pour évaluer les candidats. Ça, on le voit, on ne peut pas le remplacer. Le problème qu'il y a avec le cerveau humain, c'est qu'il y a plein de biais.
vous préférez quelqu'un que vous avez déjà vu, vous préférez le dernier candidat que vous avez reçu, vous retenez mieux les informations. Et dans le traitement de l'information, la première information qu'on vous a donnée, c'est celle que vous mémorisez le mieux. Et donc pour c'est les biais cognitifs qu'on appelle les biais cognitifs. Exactement, oui, tout à fait. Puis on se fait aussi berner par des symboles. Un diplôme, un gros diplôme, ça peut complètement nous leurrer. Et nous, on s'est dit, on a besoin d'outils objectifs, puisque nos clients, ils cherchent aussi dans l'évaluation des données qui ne soient pas trop contestables. Et donc, on déploie des outils psychométriques qui vont nous apporter des éléments sur lesquels on peut parler et dans lesquels il n'y a pas de conflit d'intérêt. Parce que vous savez que le recruteur, il est souvent aussi commissionné. Donc, l'évaluation, ça doit être quelque chose qui est indépendant. C'est très intéressant ce que vous dites. Il est des deux côtés. Exactement. Lui, il veut placer son recruté. Parce qu'évidemment, ensuite, il touchera. La psychométrie, c'est quoi? Quels sont les outils que vous proposez? Est-ce que c'est un outil informatique? C'est un support sur lequel va s'appuyer le recruteur? Parce qu'il reste quand même du présentiel et du physique. On échange comme là. Absolument, mais à côté, j'ai un outil qui va me permettre de poser la bonne question, de ne pas avoir de biais cognitifs. Comment ça marche? Alors, en psychologie, il y a une branche qui est plus dure en termes de science, c'est la psychométrie, parce qu'elle utilise la statistique. Alors, en termes de science, on a des choses qui sont très robustes. Les outils psychométriques, il y en a de différentes catégories pour évaluer la personnalité, l'intelligence émotionnelle. Et il y a toute une palette de solutions. Avec des questions? C'est du questionnaire? C'est sous forme de questions? Des questionnaires ou des tests. C'est ça les deux grandes catégories. Qu'on doit accepter. Il faut que le recruté dise j'accepte. On est d'accord. Hein, il faut qu'il soit d'accord. D'accord, ok. C'est important de le dire. Et on n'a pas le droit de discriminer uniquement sur la base de ces tests. Ça, c'est très important. On ne peut pas recaler quelqu'un parce qu'un test de logique, il n'a pas eu le résultat escompté. Qu'est-ce qu'on lui pose comme question? C'est quoi les questions qu'on peut poser, les questions types que l'on peut poser et sur lesquelles va s'appuyer le DRH? Quand on recrute des commerciaux, pour prendre un exemple, on va chercher à voir, typiquement en termes de personnalité, quelque chose qui est assez recherché, c'est l'extraversion. Il faut aimer aller vers les autres. Ensuite, il y a un sous-trait de l'extraversion qui s'appelle l'assertivité. C'est dire les choses, vous en avez parlé pas mal ici de ce sujet, c'est dire les choses sans être gêné. Et ce trait-là, il est assez corrélé à la performance chez les commerciaux. Donc nous, on va aller chercher... C'est-à-dire dire cache les choses à quelqu'un auquel on est en train de vendre un produit. Exactement, sans se déstabiliser, sans se sentir coupable parce qu'on lui dit ce qu'on pense. Donc c'est la confiance en soi d'exprimer les choses sans être gêné. Et ça, c'est quelque chose qui marche assez bien chez les sales. En tout cas, il y a toute une littérature scientifique qui montre que c'est des choses, Et ça, il est corrélé à la performance. Et on se dit que quand on a ce sous-item et qu'on comprend que la personne est capable de le faire, il aura de la performance. Exactement. Et donc ça, nous, on va le rechercher avec des modèles psychométriques. Donc on fait passer des évaluations. Et quand on l'a, donc on trouve, mettons de manière plus générale, l'extraversion. Et donc on sait que quelqu'un qui a l'extraversion, il va bien fonctionner en termes de sales. Mais il peut y avoir des profils atypiques. C'est ce que je voulais vous dire. Exactement. Dans un style, une attitude un peu particulière qui justement crée une forme d'intérêt, j'allais dire. Et voilà. Et c'est là où je pense qu'il faut une expertise pour utiliser la psychométrie. C'est que en fait, la difficulté avec ça, c'est que si on achète une solution psychométrique, ça ne va pas nous aider à grand-chose. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu une aversion qui s'est développée un peu envers ce type de... Prix brut, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut le travailler, en fait. Exactement. Et vous amenez l'expertise. Voilà, donc nous, ce qu'on a décidé de faire, et souvent les chercheurs qui conçoivent ces tests, ils recommandent que ce soit des psychologues de formation qui les fassent passer. Bien sûr. Donc on a créé un département psychométrie où on a des psychologues et des experts en sciences cognitives qui font passer ces tests. D'accord. Et qui ont ce gage d'indépendance par rapport aux tests. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de conflit d'intérêt. C'est pas le recruteur. Absolument. On est d'accord. Et même ça joue dans la psychologie du recruté qui va passer à la moulinette. Il se dit, j'ai un peu comme un médecin, donc ça me rassure en quelque sorte, non? Exactement. Et quand on cherche le bon candidat pour une entreprise, on cherche aussi l'entreprise dans laquelle le candidat va être épanoui, dans laquelle il va pouvoir se développer en termes de carrière. Ça va dans son sens. C'est dit autrement. C'est bonheur au travail, career success, les items qu'on va rechercher. Au final, ça dure combien de temps votre processus? Parce qu'on voit bien comment ça marche. Un entretien, parfois on en a 1, 2, 3, 4, 5. C'est long le processus de recrutement. Comment marche votre processus de recrutement? Nous, on est assez intensif du point de vue des processus de recrutement. Donc il y a les entretiens classiques qu'on fait de manière assez structurée. Et ensuite, on va faire passer des évaluations d'une durée en moyenne, je dirais, de 40 minutes à 1 heure,
plus les débriefings, parce qu'ensuite on veut expliquer au candidat ce qu'on a trouvé et lui faire des conseils pour le conseiller sur son évaluation. Donc il a une petite fiche qui permet de voir, voilà, on lui sort son portrait robot, il se découvre. Exactement, mais c'est une claque pour lui, excusez-moi, parfois c'est une claque de se dire, mais ah bon, moi je suis comme ça ? Eh ben, normalement, ça ne doit pas être une claque. Pourquoi ? Parce que c'est autodéclaratif pour une bonne partie des tests sur la personnalité. Donc, ce qu'on lui restitue, de manière structurée, c'est ce qu'il nous a dit. Mais c'est vrai que des fois, il y a des gens qui disent « je ne suis pas comme ça ». Alors qu'au final, c'est ce qu'il y a en eux, quoi. C'est ce qu'ils ont découvert. Mais ça, ils ne l'avaient pas découvert. C'est-à-dire que la psychométrie a révélé en eux des choses qu'ils ne savaient pas d'eux-mêmes. Voilà, il y a des gens qui sont plus ou moins conscients d'eux-mêmes. Il y a des gens qui disent « bah oui, c'est exactement moi ». Et puis, il y a des gens qui disent « ah ben moi, je ne me reconnais pas du tout dans ce... » Une fois qu'il a ce document, vous avez ce candidat, vous l'accompagnez ? Comment ça marche pour conclure ? Alors ensuite, une fois qu'il a tous ces documents, eh bien, soit il peut avancer avec le client pour lequel on l'a identifié, soit sinon, eh bien, ensuite on va pouvoir réutiliser ce matériel pour essayer de lui trouver un job qui correspond mieux à sa personnalité, à ses aptitudes. Vous le reventilez parce que vous lui dites celui-ci, il n'est pas trop pour vous, ce poste, mais par contre, vu les tests que vous avez, on va plutôt par là. Avant de nous quitter, comment elles réagissent, ces entreprises, à ce mot psychométrie ? Parce que vous êtes face à des gens qui sont dans la patte humaine, dans la chair humaine, dans l'humain, beaucoup. Ils restent à distance ou ça les intéresse ? Là, je pense que c'est assez clivant. Il faut savoir, dans les années 90, il y avait encore un tiers des cabinets de recrutement de dirigeants à Paris qui utilisaient la graphologie. C'est vrai, il y avait la graphologie, et tout à fait juste. Écrivez-moi une lettre, on verra qui vous êtes. Exactement. Et donc, il y a des personnes qui sont dans une tradition un peu ésotérique ou juste l'intuition, de dire c'est l'intuition le recrutement, il n'y a que ça. Et puis, il y a des gens plus analytiques qui vont dire nous, on a besoin de données, d'objectiver, ils croisent les deux, en fait. D'avoir de l'indépendance. Ils font de l'entretien présentiel et physique, mais s'appuient aussi sur l'outil. Tout à fait. Et en croisant les deux, ils ont un diagnostic à peu près senti. Merci Romain Pichou d'être venu nous éclairer sur ce mot très technique, la psychométrie. C'est un de vos outils de votre structure que vous avez créé en 2015, GetPro, pour que la science soit utile et faire le bon choix et le bon recrutement. Voilà à quoi vous vous servez. N'en ayez pas peur, à condition de bien savoir manier un outil, sinon on se blesse. Hein, c'est comme les outils de jardin. Il faut savoir bien les manier. Merci à vous, merci à tous ceux qui préparent l'émission, Fanny Griesmer évidemment, Romain Luc à la réalisation, Héloïse Merlin au son et toute l'équipe, Caroline évidemment, Margot à l'accueil invité. C'était un plaisir d'être avec vous, je vous retrouve demain en direct. D'ici là, portez-vous bien et puis restez fidèles à tous nos programmes, au programme de Bismarck, la chaîne des audacieux. À demain, bye bye.